Bonjour à toutes et à tous, 11h30 passé. C'est bienvenue sur ce magnifique plateau de la SEMAE pour un nouveau rendez-vous, celui d'Au nom de la Terre, alors plutôt au nom de l'apéro, comme vous le savez, tous les jours entre 11h30 et midi. Et aujourd'hui, on est mercredi, c'est le jour des enfants, enfin des grands enfants, des étudiants, puisqu'on va parler éducation, on va parler renouvellement de génération, on va parler nouvelles formes d'apprentissage, avec des invités exceptionnels et surtout une MFR, Maison Familiale et Rurale de la Pérouse en Charente, qui est venue en plateau. Vous êtes là? Formidable. À mes côtés, il y a le directeur des MFR. C'est quoi une MFR d'abord? Maison familiale rurale. C'est-à-dire? Maison familiale rurale, c'est comme son nom l'indique, une école qui ressemble à une maison, qui est très familiale et qui Qui est très rurale. et qui a pour but de faire vivre le rural, effectivement. Et qui est né dans le rural. Une sorte de lycée agricole, c'est ça? Alors c'est une sorte de lycée agricole XXL, c'est-à-dire que notre fonds de commerce à nous, c'est l'alternance. Une semaine d'école, une semaine de stage. Là où un lycée agricole, dans sa tradition, a des animaux sur site, des tracteurs sur site, nous on privilégie l'alternance et la vraie expérience. Alors, est-ce que l'agriculture donne encore envie à une génération de s'engager, de se former, d'en faire son métier? Eh bien, on va répondre à cette question avec des invités. Tout de suite, générique. Voilà, toujours en direct sur le plateau de la SEMAE pour parler éducation. Et on va tout de suite accueillir quelqu'un qui est un petit peu stressé. Donc je vais vous demander d'être extrêmement gentil avec elle. C'est Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Emma Go, origine bordelaise C'est ça, et étudiante oui, au MFR de la Pérouse. de la Pérouse en Charente. Tu suis quoi comme formation? Je suis un bac pro CGEA, conduite et gestion d'une entreprise agricole. Conduite et gestion d'entreprise agricole, ça veut dire quoi? C'est pour pouvoir gérer sa future exploitation si on en s'installe ou en tant qu'ouvrier agricole. D'accord. À ta droite, Mathieu Prévost. Alors lui, c'est pas MFR, c'est lycée agricole. C'est ça, enseignement agricole public. Où est-ce que tu es? Dans quelle région? À Aubenas, lycée agricole d'Aubenas en Ardèche. Ok. Combien d'élèves dans ton lycée? 370 élèves sur le lycée, mais des apprentis et de la formation continue adulte. Voilà, donc à peu près 500 personnes sur le site par jour. Il y a à mes côtés un grand gaillard, Arnaud. Donc toi Arnaud, tu es formateur. Oui, c'est ça. Arnaud Boucher, donc voilà. Donc je suis formateur au sein de la maison familiale de la Pérouse, donc sur le petit territoire qui est la Charente-Limousine chez nous. Et agriculteur toi-même? Et donc passionné d'agriculture, fils d'éleveur, et donc j'ai reconstitué un petit élevage en plus pour occuper mon temps libre. Avec une race de vache un peu particulière. Un petit peu, oui, parce que donc j'ai des bretonnes pinoires. Des bretonnes pinoires. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique cette vache? Eh ben, c'est une vache mixte, donc voilà, qu'on connaît pour ses qualités laitières, mais aussi pour ses qualités bouchères. Ok. Et, c'est une race qu'on trouvait beaucoup à l'époque et qu'on a qui a disparu? Non, qui a failli disparaître. Ok. Avant les années 80. Et d'ailleurs, en 1976, cette race a été la première en France à développer un plan de sauvegarde parce que justement, on a cherché plutôt des races productrices avec des rendements intensifs et cette vache-là ne répondait pas à ces critères-là et donc a été un peu décimée en France et ce plan de sauvegarde a permis de redonner envie à des éleveurs de l'élever et ça marche parce qu'on est passé, comme je le disais tout à l'heure, de moins de 300 vaches présentes en 76 à aujourd'hui plus de 3500. D'accord. Alors on va parler évidemment éducation, mais on a parlé tout à l'heure avec le directeur des MFR, Dominique Antoine, de ce qu'étaient les MFR, mais je vous propose de regarder une petite vidéo pour tous ceux qui se posent encore des questions, qui n'auraient pas tout compris. Explication. S'éveiller. Se mettre en mouvement pour emprunter les chemins de traverse. Avancer coûte que coûte. Progresser pas à pas à son propre rythme. Explorer ensemble. Tous ensemble. Toutes les routes. Tous les possibles.
Apprendre. Apprendre avec la force de la passion, avec la certitude d'être toujours bien accompagné. Jour après jour. Année après année. Avancer. Toujours. Avancer sereinement. Avancer avec la conviction d'aller dans le bon sens. Ne jamais renoncer à aller plus loin. À prendre de la hauteur ou à se poser parfois pour trouver sa propre. Ouais, ça donne envie, ça doit être lié à un coup des équipes de com de Christophe Bernard. C'est très très beau ce film. Emma, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de t'engager, de rentrer dans une MFR et suivre un enseignement agricole? J'ai toujours en soi aimé l'agriculture et le côté alternance m'a beaucoup plu. Et habitant à Bordeaux, on a beaucoup de régions, c'est une région viticole et donc beaucoup de lycées agricoles en viticole. Et du coup, la MFR de la Pérouse proposait un bac pro CGEA en alternance qui me permet d'avoir une semaine sur deux des cours et une autre semaine un stage en entreprise. Il y a eu un élément déclencheur, je sais pas, quelqu'un de ta famille. Ta famille est agricultrice? Non, ma famille n'est pas dans le milieu agricole, dans le viticole par contre. Mais depuis 10 ans, je suis bénévole dans une association avec des animaux et du coup, ça m'a donné envie de me lancer un peu plus dans l'agriculture. Tu te destines à quoi? Tu voudrais faire quoi? J'aimerais bien lancer un élevage bovin de en viande. L'élevage? Oui, okay. Et de la valorisation de chevaux. Et je croyais que la nouvelle génération n'aimait pas l'élevage, n'aimait pas la viande, n'aimait pas manger de la viande. Si. Ah, tu me rassures. Oui. Mathieu, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes filles dans le lycée agricole. Hein. Je crois que c'était 20 ou 30% des effectifs au début des fin des années 70. C'est quasiment monté à la moitié aujourd'hui. Une élève sur deux. Sur l'ensemble des formations que propose l'enseignement agricole, c'est même supérieur. On a plus de filles dans l'enseignement agricole qu'on a de garçons. Ah ouais. Alors effectivement, il y a une palette de diplômes très très large avec des métiers de service à la personne. On voyait dans la vidéo là, effectivement quelques métiers, quelques notions de ces métiers que couvre l'enseignement agricole. Mais il y a plus de filles dans l'enseignement agricole qu'il y a de garçons aujourd'hui. Comment tu l'expliques ça? Il y a eu un changement culturel forcément. Après, si on Parce se que le focalise... monde agricole a été pendant des années un monde d'hommes quand même. Mais alors, et de femmes, bien sûr, évidemment, qui étaient souvent dans l'ombre de ces agriculteurs. Il y a toujours eu des femmes dans l'agriculture. Ouais. La question était de savoir, dans les statuts nouveaux qu'on leur propose, ça nécessite effectivement une formation, l'accès au diplôme pour pouvoir s'installer, avoir son entreprise en propre. Aujourd'hui, effectivement, c'est possible et c'est tout à fait normal. Et garçons et filles se côtoient parfaitement dans ces filières et lèvent tous ces clichés de penser qu'on a des métiers qui sont réservés à des hommes, à des garçons et pas à des filles. Arnaud, on sait qu'il y a un enjeu très fort pour le monde agricole, c'est le renouvellement des générations. Hein. Il y a un agriculteur sur deux qui part aujourd'hui à la retraite. Est-ce que tu sens un engouement ou est-ce que c'est un métier qui fait peur parce que c'est des heures, pas toujours très très bien rémunérées? Et est-ce que tu sens quand même que malgré cela, il y a plein de jeunes qui ont envie de s'engager? Si, le métier donne encore envie. Hein. La preuve, nous, sur nos effectifs, ils sont en constante augmentation. Donc on a forcément des jeunes qui sont attirés par ce métier-là. Voilà. Et puis ce qui leur plaît, c'est vraiment, comme l'a dit Emma, d'être en concret avec des animaux, de pratiquer au jour le jour. Et voilà, c'est un métier gratifiant, donc il faut leur donner envie aux jeunes. Ça te fait pas peur? Ça peut faire peur un petit peu au début, mais quand on aime notre métier, on s'y attache et on y va. Et est-ce que tes camarades, tes copains, tes amis d'enfance se destinent aussi au même métier que toi ou font totalement autre chose? Alors j'en ai quelques-uns qui sont ici dans le public qui font la même chose. Et après, j'ai d'autres amis qui font autre chose, plus dans tout ce qui est mécanique, tout ça, des métiers plus communs. Alors, tu es une jeune fille, évidemment, 18 ans, mais est-ce que des gens se projettent en se disant de ce métier, je vais pouvoir en vivre, mais aussi construire une vie de famille? Est-ce que tu penses que c'est conciliable? Oui, c'est possible. Après, il faut organiser et être sûr de ce qu'on veut faire. Et après, tout organiser en fonction de notre avenir et de ce qu'on veut faire plus tard. Mathieu, est-ce que toi, face à toi, tu as des élèves qui ont envie de faire ce métier, mais qui ont conscience aussi des difficultés? On le voit aujourd'hui, guerre en Ukraine, évidemment, montée des prix de l'énergie, des marchés agricoles qui sont un peu sous tension, la sécheresse. Est-ce que ça, c'est pas un mur et une barrière qui pourrait faire peur à de futurs candidats?
Forcément, c'est des incertitudes, mais c'est propre finalement au métier de l'agriculture que de gérer des aléas. Donc finalement, c'est pas un contexte évident, mais on a devant nous un public qui recherche des solutions. Et c'est finalement ça qui est fédérateur dans ce profil, c'est qu'on a des jeunes qui réfléchissent, qui s'interrogent et qui essayent de voir comment aller au-delà de ces freins, au-delà de ces obstacles. Arnaud, en tant que formateur, moi je voulais savoir, est-ce que les méthodes d'enseignement, au moment où tu as commencé, il y a combien d'années? J'ai commencé à la maison familiale en 2008. Donc ça date de 2008 à aujourd'hui. L'évolution il y a eu une évolution évidemment dans les apprentissages. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? L'émergence du numérique? Oui, forcément. C'est voilà, la génération numérique, il baigne dedans. Les nouvelles technologies. Comment elle s'adapte spécifiquement au monde agricole? Eh bien, en créant des outils pour aider justement la gestion au quotidien dans leur ferme. Par et exemple en stage, pour leur dégager du temps libre, voilà, des nouvelles méthodes, de la robotisation, des choses comme ça. Okay. Et aussi sur la data, c'est les choses que vous commencez à travailler, l'analyse des données produites par une ferme? Non. Enfin, on a une partie informatique qui est présente. Mais nous, on a vraiment une base. On se tient à des bases. Avant tout ça, il faut revenir aux bases du métier. Voilà. Et après ça, ils auront des formations supérieures, justement, et spécifiques. Après, des certificats de spécialisation où ils pourront se former sur cette partie-là. Et ma petite question, donc tu es en conduite et gestion d'exploitation agricole. C'est quoi une journée type? C'est une semaine type? Quels sont tes cours pour que ceux peut-être qui nous regardent aient envie un jour de rentrer dans une MFR? Les cours, on a donc des matières générales, des matières plus professionnelles. Et par exemple, le jeudi après-midi, on fait des TP. Des travaux pratiques. C'est ça, ce qui nous permet de manipuler par exemple des bovins pour les agris, de voir plusieurs façons de faire. Ça veut dire que le jeudi après-midi, tu vas dans une ferme? Alors, on reste soit à la MFR parce que du coup, notre prof a ses animaux là-bas. C'est-à-dire qu'Arnaud vient avec ses vaches pinoires dans la MFR, dans son camion, tu les déposes dans la cour de l'école et ensuite ils vont faire des TP là. C'est comme ça que ça se passe? Un petit peu, oui. Ouais. Voilà, on a la chance d'avoir un petit terrain à côté et on amène justement quelques vaches qui me servent un peu de support pédagogique. Parce que moi je suis ancien prof d'histoire, on allait faire mes cours avec des polycopiers, si tu veux, je venais pas avec des vaches dans la cour de l'école. Eh bien ouais, mais on s'adapte à chaque matière. Donc voilà. Donc il y a ça et après notre force aussi c'est notre réseau. Autour de nous, il y a plein d'exploitations agricoles, plein de maîtres de stage avec des productions différentes. Et là, en fonction de mathématiques de travail en cours et en fonction de ce que j'ai envie de leur faire travailler en travaux pratiques, là, je vais chez un tel travailler telle spécificité. Donc là, par exemple, quand tu amènes tes vaches, un exemple de travaux pratiques du jeudi après-midi, ça serait quoi? Tu leur apprends à quoi? Pardon, je vais dire des bêtises, à traire Non. Quand je les amène, c'est avant tout... pour travailler et désensibiliser les élèves sur tout ce qui est approche, manipulation et contention. Voilà, l'essence du bovin, savoir appréhender une vache en sécurité, savoir la manipuler, etc. Voilà. Donc ça, j'imagine, c'est ta matière préférée le jeudi après-midi? Oui. Ouais. Oui. Et sinon, c'est sur les cours généraux de l'histoire, du français, des langues? Oui, c'est ça. Le bordelais, par exemple? Aussi. Non, on a beaucoup de matières générales, mais aussi très professionnelles, comme tout ce qui est comptabilité pour la gestion d'une entreprise. On a de l'agroéconomie, on a du machinisme pour tout ce qui est machine agricole. On a pas mal de matières aussi professionnelles dans le monde agricole, ce qui nous permet de connaître un peu plus, de voir plusieurs machines, plusieurs façons et plusieurs modèles. Je crois que dans ton lycée agricole, il y a une spécificité, c'est qu'il y a un élevage caprin? C'est ça. Ouais. Mais l'élevage caprin du futur, 2.0, digitalisé. En tout cas, on y travaille. Effectivement, c'est des spécificités, c'est que dans nos lycées, évidemment, les fermes sont des supports d'apprentissage, mais pas seulement. C'est aussi des lieux où, pour la profession, on conduit des expérimentations. On essaie de prévoir, effectivement, de tester des choses nouvelles, de préparer l'avenir. Et donc, on conduit, avec plein d'autres centres de recherche, mais on conduit des recherches, des expérimentations sur nos fermes. Là, en l'occurrence, donc avec cet élevage caprin, quel type d'expérimentation tu es en train de faire? Tu parlais tout à l'heure des nouvelles technologies. On est dans un réseau qui s'appelle DigiFerm. On utilise les nouvelles technologies pour étudier le comportement des animaux, pour prévenir, par exemple, le
le mal-être animal ou au contraire favoriser le bien-être pour détecter des animaux qui seraient malades avant avec du coup des capteurs ou des capteurs de vidéo thermiques, etc. Donc on a toute une technologie qui investit nos fermes et forcément il faut associer les formations qui vont avec parce que pour piloter les fermes de demain, on a besoin de plus en plus de ces compétences. Ouais, je voudrais te poser une petite question. Là, tu te destines à l'élevage. Et on sait qu'en ce moment, l'élevage est, j'allais dire, une discipline un peu controversée. Parce qu'il y a des gens qui considèrent qu'il faut arrêter de manger de la viande. Notamment un jeune homme qui tweete beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, cette espèce d'injonction sociétale, cette pression sociétale, qui vient souvent d'ailleurs des grandes villes, est-ce que toi, ça te fait peur, ça ? Pas forcément, parce qu'il y a quand même des personnes qui cherchent de la qualité, du local aussi, et suivant ce qu'on cible comme élevage, on peut facilement trouver sa place. Après, c'est pas facile tous les jours, mais bon, si tout est réfléchi et qu'on se fie au monde actuel, ça peut le faire. Toi, tu suis les réseaux sociaux, tu es très présente, notamment avec peut-être les agri-twittos et ainsi de suite. Oui, on suit les réseaux sociaux. Après, on suit beaucoup sur les réseaux sociaux tout ce qui est céréalier, viande, un peu tout ce qui est race locale. On suit pas mal de choses. Après, c'est assez varié et différent. Arnaud, cette pression sociétale autour de l'élevage, de la souffrance animale, de la viande, ainsi de suite, est-ce que c'est un truc que tu sens toi aussi et que tu as parfois du mal à gérer ? Non, pas du tout. Enfin, on le voit ça, on le voit. Voilà, l'agribashing, oui, on le voit. Mais nous, on est sur une zone rurale et on voit aussi ce qui se passe dans nos fermes et on voit l'amour aussi des gens qui cherchent du local. Donc c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Voilà, nous, on le voit, on répond. Enfin, les agriculteurs, nos jeunes qui s'installent, ils répondent vraiment à une demande particulière de notre secteur. Et eux, ils subissent pas ces choses-là. Au contraire, on a de l'attrait de plus en plus sur le produire autrement, sur les circuits courts. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant. Tu organises un événement chaque année. On y avait participé à Saint-Étienne pour la remise de récompenses autour d'actes citoyens dans tes lycées agricoles. On avait discuté avec des étudiants, avec Édouard Bergeon, et certaines jeunes filles nous avaient dit on se pose des questions quand même parce que parfois on nous fait passer pour d'infâmes pollueurs, parfois pour des tortionnaires d'animaux, parfois pour des pollueurs. Et c'est dans le choix de poursuivre ou d'arrêter la formation agricole, c'était une question que ces étudiants se posaient. Tu le ressens toi aussi, ça ? Oui, et on en parle avec les jeunes pour essayer aussi d'investir ces espaces de ces médias, ces réseaux sociaux, pour montrer autre chose. Et c'est important. Et c'est vrai que... Tu penses que le monde agricole ne se raconte pas assez ? C'est certain, c'est certain. Et c'est nécessaire parce qu'il faut montrer justement autre chose. Il faut montrer la passion de ces jeunes. Il faut montrer la beauté du métier qu'ils exercent tous les jours. Il faut montrer les services qu'ils rendent à l'environnement. Et pour ça, qui de mieux que ces jeunes qui sont sur le terrain, comme le disait Emma, quand je suis dans mon champ, quand je suis auprès de mes bêtes, regardez ce que je fais, regardez ce que j'apporte. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un petit manque. On essaye, les écoles, d'y réfléchir et d'accompagner les jeunes pour parler de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, de ce qu'ils préparent. Toi, Emma, sur l'élevage, tu veux faire de l'élevage pour la vache à viande ou de la vache à lait ? La vache à viande. La vache à viande, ouais. Et alors, parfois, le grand public a du mal à comprendre ce contrat social, élever une vache pour ensuite la manger. On te pose souvent la question ? Dans le monde agricole, non. Mais ceux qui sont de l'extérieur, bien sûr, ils posent toujours la question de comment on peut élever une vache et ensuite la mettre à l'abattoir. Mais bon, après, c'est à nous de leur expliquer et ils comprennent très bien généralement. Qu'est-ce qui te plaît dans cet animal ? Pourquoi pas faire des chèvres, des moutons, des poulets ? Pourquoi la vache ? J'ai toujours bien aimé cette espèce en général. Après, la vache en général, c'est ce qui permet aussi de vivre. C'est ce qui est le plus connu chez nous. Donc voilà. Juste, toi en tant que formateur, tu es multidisciplinaire ou tu es seulement formateur sur les élevages bovins ? Non, nous, de par notre fonction en maison familiale, il faut on prône, nous, la polyvalence. Donc, mais tu le trouves où le temps, là ? Parce que tu as quand même une exploitation à faire tourner ? Ou c'est ta femme qui travaille ? Non. Le temps, on le trouve. Quand on a envie et quand on a la passion, le temps, on le trouve. T'as combien de bêtes toi, chez toi ? Combien de têtes j'ai une dizaine, j'ai 25 têtes, dont une dizaine de mères bretonnes pinoires
Et puis après, j'ai quelques brebis également. Alors, pour toi, j'imagine que ça doit être simple, parce que pour trouver des apprentis, tu vas directement puiser dans les MFR de la Pérouse, non? Il est malin, il a créé son réseau fermé, tu prends les meilleurs élèves et tu les amènes chez toi. Non, c'est comme on disait. Alors non, chez moi non, c'est moi qui vais justement apporter quelques. Et après pour les aliments. embaucher? Non, non, non. 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 Et justement, combien de temps dure ta formation? Là, la formation, donc Bac Pro CGEA, on peut y arriver en 4e, donc sur 5 ans. Et, Ah, tu rentres en 4e? On peut rentrer en 4e. D'accord. Et donc, par exemple, moi, j'y suis depuis la 4e jusqu'à la terminale. Ok. Et derrière, tu vas tout de suite travailler ou comment ça se passe? Tu vas rentrer en alternance? Non, je vais tout de suite travailler, trouver du travail pour l'instant en tant qu'ouvrière. Et ensuite, après, trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir m'installer. Et l'argent? Les pépettes? Les brosoufs? Au début, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a un truc auquel on pense tout de suite? Est-ce qu'on regarde déjà les grilles de salaire? Oui, on regarde pour pouvoir s'installer. Le coût que c'est, combien ça va nous coûter. Tu veux la t'installer? rentabilité. Oui, je veux m'installer. Donc c'est pour ça. Après, on regarde aussi pas mal avec tout ce qui est les aides, voir comment on peut faire au mieux, comment on peut être aidé au mieux. Et puis voilà, il faut travailler un petit peu avant parce qu'on ne peut pas s'installer comme ça non plus du jour au lendemain sans que ce soit réfléchi. C'est dingue, Mathieu, ce qu'on demande à ses élèves parce qu'ils sont à la fois comptables, ils sont à la fois écolos, ils sont à la fois techniciens, ils sont mécaniciens, ils sont mères de famille, ainsi de suite. C'est fou quand même. Et le manque de valorisation que peuvent avoir ces élèves et ces formations, ces MFR, ces lycées agricoles, à des élèves qui sont des hommes et des femmes de Vitru, c'est quand même incroyable. Et pourtant, ils sont bien dans leur basket. Ouais. Quand on les voit en lycée agricole, ils sont heureux de faire ce qu'ils font. Et ils sont valorisés en fait par cette polyvalence. On ne s'ennuie jamais dans ces métiers. Et c'est ce qui permet aussi des rebonds, d'imaginer aussi une vie professionnelle longue, sans monotonie, sans être enfermé dans un métier. La question de la rémunération est un sujet de préoccupation, j'imagine. Hein. Forcément. On connaît le salaire moyen des agriculteurs en France. Forcément, c'est une question. Mais pareil, on a quand même beaucoup de jeunes issus de nos lycées qui ensuite s'investissent localement dans la politique aussi pour faire changer les choses. Parce que pour le coup, il y a derrière un contexte de société et qu'il faut mieux valoriser le travail de leur production. Mais c'est pas une fatalité. On a des jeunes aujourd'hui qui inventent des nouvelles formes de commerce dans l'agriculture pour mieux valoriser ce qu'ils font. Donc c'est pas une fatalité. Arnaud, il y a un autre sujet aussi, c'est l'accès au foncier. Hein, les terres coûtent cher. On voit qu'il y a beaucoup d'acteurs du privé qui mettent la main sur les terres arables, évidemment. C'est un investissement. Comment ils vont faire ces gamins là pour demain être propriétaires, à pouvoir s'installer quand on voit le coût des prix à l'hectare? L'accès au foncier, oui, c'est un réel sujet, oui. Après, il y a des choses qui se mettent en place, hein, là aussi, des aides qui se mettent en place pour que les jeunes souhaitant s'installer puissent acquérir d'une façon ou d'une autre du foncier. Donc ça aussi, il faut qu'ils soient aidés, bien guidés, et ils y arriveront, oui. Donc là, vous travaillez avec les SAFER, vous travaillez avec... les différents organismes, Chambre d'agriculture, SAFER. Après, ça peut être des groupements fonciers agricoles. Voilà, il y a plusieurs types d'accès au foncier. Parce que c'est quand même des sacrés prêts que vous mettez sur le dos pour lancer l'exploitation. On parle en plusieurs centaines de milliers d'euros. Quand on a 20 ans comme ça, c'est pas vertigineux? Si, un peu. Ça fait peur. Mais bon, après, comme on dit, c'est un métier passion. Donc, on finit toujours par trouver et avoir des solutions. Mais après, oui, ça peut être un problème de trouver des terres. Après, il faut aller dans des régions aussi propices à ça. Mathieu? Il est important aussi de bien comprendre que les métiers de l'agriculture changent et qu'aujourd'hui, on parle de ceux qui veulent s'installer, qui veulent devenir des chefs d'entreprise agricole. Mais on a besoin de bras dans l'agriculture. Et il y a plein d'autres formes aussi d'activités. Il y a du salariat, et on peut imaginer aussi faire des carrières courtes dans l'agriculture. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas commun. Mais demain, on doit imaginer aller chercher des compétences ailleurs que dans le vivier qu'on connaît aujourd'hui pour pourvoir ce besoin en main-d'œuvre agricole. Et donc, il y a plein de carrières possibles aussi dans l'agriculture. Et c'est ça aujourd'hui le changement important auquel on va être confronté, parce qu'il y a un challenge. Il nous faut nourrir la population, il nous faut des bras dans l'agriculture. Il va falloir que socialement aussi, la forme des métiers agricole évolue. Alors on parlait tout à l'heure de la formation des MFR qui est extrêmement complète, mais ce qu'on sait peut-être assez peu ou assez moins bien, c'est que culturellement aussi, vous êtes extrêmement investi. Et notamment hier,
Vous étiez sur la tombe du soldat inconnu, c'est ça? Vous étiez... Oui, tout à fait. Dis-nous, qu'est-ce que vous avez fait hier exactement? Et bien donc hier, nous sommes allés poser des fleurs sur la tombe du soldat inconnu pour la cérémonie du ravivement de la flamme. Voilà, on travaille sur des notices de déportés, sur tout ce qui est culturel, avec Madame Soult qui est dans le public par ici, avec notre prof d'histoire géo et la MFR. Ouais, donc l'enseignement agricole, mais l'enseignement civique, c'est un moment émouvant, j'imagine, pour toi hier d'aller sur la tombe du soldat inconnu. Bah oui, c'est sûr, parce que c'est pas courant non plus. On a la chance de pouvoir le faire aujourd'hui et on est en lycée agricole, d'accord, mais on voit aussi beaucoup de choses extérieures et qui nous permet aussi de faire de l'expérience et d'aujourd'hui pouvoir dire on est allé raviver la flamme. Arnaud? Oui, on ne forme pas que des agriculteurs, mais on forme avant tout des citoyens. Ouais, et bien sûr. Voilà, donc il faut, de par notre enseignement, leur faire voir le maximum de choses. Et ce qu'on a fait hier, voilà, c'est un réel exemple. C'est vrai que Mathieu, parfois les Parisiens un peu pédants voient la campagne avec beaucoup de mépris, alors qu'il y a une vie culturelle, notamment dans les lycées agricoles, avec des expositions, avec des artistes en résidence, avec des concerts, avec des festivals comme le tien. Là aussi, c'est très 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 vivant ce qui se passe en région. Et c'est effectivement, on est des vrais acteurs culturels, socio-culturels des territoires. Et on a des établissements qui sont très vivants et très ouverts d'esprit. Tu peux nous parler un peu de ton initiative, toi, avec tes lycées, avec tes élèves? Un festival, effectivement, qui a lieu tous les ans, qui réunit l'ensemble des lycées agricoles publics de la région Auvergne-Rhône-Alpes autour des questions de transition, de l'agroécologie et donc ce qu'on disait tout à l'heure, de la citoyenneté. Et donc on fixe des challenges à ces jeunes autour de changements de pratiques agricoles et ils se réunissent lors de ce festival auquel vous avez assisté déjà, Édouard étant parrain, pour partager ces initiatives, montrer ce qui se passe dans un établissement, dans un autre, qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe, partager les idées pour stimuler les changements. Et vous, dans la MFR de la Pérouse, est-ce que vous racontez, est-ce que vous avez des réseaux sociaux, une chaîne YouTube, est-ce que vous racontez de l'intérieur les formations et la vie des étudiants? Oui, bien sûr. Bon, on a donc une page Facebook, on a une page Instagram. Et comme nos collègues, on organise nous aussi un salon qui s'appelle le salon Agri-École au sein de l'établissement au mois de mai. Okay. Et où là, on fait intervenir tous les partenaires de notre territoire. Et où on organise justement une exposition d'animaux de différentes races de notre secteur, un petit marché de producteurs et où on en profite. Voilà, donc c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert grand public, oui. Et on en profite pour mettre en avant nos producteurs, nos maîtres de stage pour organiser ce salon et promouvoir l'agriculture locale. Tu as participé déjà à ce salon? Non, jamais. Ça va être la première. Ça va être la première année, oui, okay. Et tu sais déjà ce que tu vas faire ou pas? On en a un peu parlé, après on va en plus en parler après le salon de l'agriculture parce que c'était déjà notre projet premier. On n'a pas parlé de tes parents. Oui. Quand tu leur as dit papa, maman, je voudrais me lancer dans l'agriculture, alors qu'eux ne sont pas du tout de ce secteur, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Au début, ma mère était un peu sceptique parce que... Pourquoi? Parce qu'au début, j'étais pas mal dans le monde équin. Et ma mère connaît un petit peu le monde équin et elle m'a dit ça paye pas trop. Elle était Ta maman t'a dit ça paye pas trop. Et après ils m'ont dit mais si tu veux le faire on te suit et c'est de là où on a trouvé la MFR de la Pérouse et au jour d'aujourd'hui ils me suivent et ils sont d'accord avec ce que je veux faire et ils sont partants. Ils font quoi dans la vie tes parents? Ma mère elle travaille en tant que vendeuse et mon père il crée des pièces de voitures qu'il fait usiner en Slovénie. Tes frères et sœurs? Ma sœur, j'ai une sœur jumelle qui est... qui se décide aussi à l'agriculture? Non. Pas du tout. Ma sœur, elle est dans l'hôtellerie, elle est serveuse en restauration et j'ai un petit frère qui est encore au collège. L'émission se termine dans peu de temps. Il y a un truc qui m'a marqué quand vous êtes arrivé, là, c'est vous portez haut les couleurs des MFR. Comme les grandes écoles, je sais pas qu'il y a une espèce de fierté d'appartenir à la fois à une communauté, à un groupe. C'est quand même assez étonnant. Non, mais ça, c'est à eux de le dire. Oui, ils sont fiers de porter leurs couleurs. Voilà, comme on porterait la couleur fièrement d'une équipe sportive. Voilà, nous, on appartient à ce système-là et on est fiers de porter les couleurs MFR. Il y a un vrai sentiment de communauté, de sororité, de fraternité au sein des MFR et avec tes copains et tes copines de la classe? C'est sûr parce qu'on est quand même très souvent ensemble, une semaine sur deux. On est à l'internat, donc on vit aussi ensemble et on est très contents de se retrouver toutes les semaines. Et on est aussi que 17 dans la classe, donc on se connaît tous. Et ça fait 4 ans, voire 5 pour qu'on se suit. Donc
à force, on se connaît et tout se passe très bien. Mathieu, c'est vrai, quand on écoute les Cassandres aujourd'hui, on a l'impression que l'avenir est morose, que les jeunes n'ont plus envie de s'investir, de s'engager dans l'agriculture. Et quand on entend Emma et quand on entend Arnaud, j'ai l'impression du contraire quand même, non? Ou je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. C'est pour ça qu'il faut entendre davantage d'Emma qui ont des messages intelligents et stimulants. Il faut qu'on les entende davantage parce qu'on a besoin de faire venir du monde. Bon, ben voilà, l'émission touche à sa fin. Un grand merci Emma, tu t'en es hyper bien sorti. Je demande de l'applaudir s'il vous plaît. Faites du bruit pour Emma. Merci à Arnaud aussi, merci beaucoup et bravo. Merci à Mathieu, on se voit très très vite pour le festival. Merci à vous, merci évidemment Méfer de la Pérouse d'être venu, à monsieur le directeur et à tous ses élèves. Bravo, un grand bravo, on peut être fier de vous. On se retrouve nous demain pour parler cette fois d'un sujet un peu plus sérieux, mais ô combien important, qui est la souveraineté alimentaire, notamment avec Philippe Brochard, le patron d'Auchan. Un grand merci, on va aller boire un coup parce qu'il fait soif. À très vite.